Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Aujourd'hui, je vous emmène un peu plus loin que les territoires français. Je me suis intéressée à l'association humanitaire Nos Petits Frères et Sœurs, qui existe depuis plus de 70 ans et qui se consacre aux besoins des enfants pauvres, de communautés pauvres, de quelques pays d'Amérique latine, d'Amérique centrale, des Caraïbes et de Haïti. L'antenne française est plus récente. Sabrina, déléguée générale de l'association, nous fait découvrir les actions de celle-ci sur place, notamment en Haïti, ainsi que l'action de levée de fonds et d'action de communication depuis la France. Allons à la rencontre de Sabrina. Pouvez-vous me retracer l'historique de cette association, qui est américaine, je crois, et qui a été créée en 1954 ? Oui, bonjour. Alors effectivement, l'association a été créée en 1954. Elle a été créée au Mexique, fondée par un prêtre américain. Voilà le lien un petit peu entre les deux pays. Et pour l'histoire, en fait, ce monsieur officiait donc dans une petite ville du Mexique qui s'appelle Cuernavaca. Et en 1954, du coup, il y a un jeune enfant qui vivait dans la rue, qui en fait est arrivé dans l'église et a volé le fruit de la quête. Et cet enfant s'est retrouvé en prison, quoi. Enfin, il s'est fait arrêter. Et le prêtre, en fait, a décidé finalement de l'aider. Et au final, les autorités lui ont confié cet enfant. Et de fil en aiguille, elles lui ont confié d'autres enfants des rues. Et ce qui fait qu'à la fin de l'année 54, il avait vraiment fondé donc, au Mexique l'organisation Nuestros Pequeños Hermanos, donc nos petits frères et sœurs en espagnol. L'histoire a vraiment commencé comme ça. Donc, il faut se remettre dans le contexte, se mettre plutôt dans le contexte. Le Mexique, dans les années 50, voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, évidemment, ne pourrait pas se passer de cette façon-là. Mais ça a vraiment commencé comme ça. D'accord. Et donc, quels étaient et quels sont encore les objectifs de cette association ? Alors, les objectifs à l'origine, c'était finalement, une fois qu'il a créé cette structure, c'était de se dire on va offrir un toit, on va offrir à manger, on va répondre aux besoins vitaux de ces enfants des rues. Donc ça, c'est vraiment à l'origine. Puis forcément, en plus de 70 ans maintenant, ça s'est transformé. Donc, en fait, étant américain, donc il a mobilisé son réseau aux États-Unis pour financer ce qui est devenu un orphelinat. Donc, il fallait bien financer tout cela, les vêtements pour les enfants, la nourriture, le financement même de l'orphelinat. Et puis, en fait, ce prêtre qui est aujourd'hui décédé avait de l'ambition, c'est-à-dire qu'après, il a développé les actions de l'association dans des pays autour du Mexique. Et aujourd'hui, finalement, ça a quand même beaucoup évolué. Alors, on a toujours des enfants qui vivent dans nos foyers. Donc, on est présent dans 9 pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Donc, lesquels ? Alors, on est présent en Amérique du Sud, on est présent au Pérou et en Bolivie. Dans les Caraïbes, on est présent en Haïti et en République dominicaine. Et en Amérique centrale, on est présent au Mexique, au Honduras, au Nicaragua, au Salvador et je ne sais plus si je l'ai dit, au Guatemala. D'accord. Donc voilà, et aujourd'hui, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. On a toujours donc des foyers d'enfants, mais c'est très cadré. Donc on va accueillir des enfants qui sont placés et qui nous sont du coup confiés par les autorités locales. Et puis, on a développé au fil des ans, c'est un peu lié à ces enfants du début, c'est-à-dire qu'une fois qu'on offre un toit, à manger, et puis des soins de santé, il faut aussi et surtout apporter une éducation pour éviter en fait que ce cycle de la pauvreté ne se reproduise. Et aujourd'hui, en fait, nos petits frères et sœurs, eh bien, ce sont donc dans les 9 pays dont je vous ai parlé, ce sont des foyers d'enfants, des écoles, des programmes et des bourses scolaires et des cliniques également. Et en Haïti, c'est un petit peu particulier. L'organisation dispose aussi de l'hôpital pédiatrique de Saint-Damien qui se situe en banlieue de la capitale et qui est le seul hôpital pédiatrique du pays. D'accord. Ce sont des enfants de quel âge alors en fait ? Comment dire ? Vous vous occupez de ces enfants jusqu'à quel âge ?
Effectivement, on peut accueillir, des enfants, des tout petits, même de quelques mois. Ça peut arriver, des enfants qui nous sont confiés, par l'équivalent de l'aide sociale à l'enfance. Et puis ensuite, ça va, il y a pas vraiment d'âge limite. Je sais que certaines organisations, ça va être à la majorité. Nous, on va s'en occuper jusqu'à ce qu'ils soient, autonomes. Alors du coup, ça prend différentes formes. Bah, pour les enfants placés, forcément, ils sont chez nous de toute façon, donc c'est vraiment jusqu'à l'insertion professionnelle. Et après, par exemple, les enfants qui, viennent des communautés plutôt pauvres, forcément des endroits où on se trouve, on va les accompagner, accompagner leurs familles par le biais de bourses scolaires, et parfois, des bourses universitaires. Donc voilà, ça peut aller, on peut avoir des bénéficiaires, même adultes, en fait. Par exemple, on a dans les programmes que l'on a, liés au handicap, bah, on a certains, adultes qui, malheureusement resteront tout le temps avec nous. Donc là, ça peut aller jusqu'à vraiment l'âge adulte avancé. Donc l'association est aussi présente dans de nombreux pays, dont la France. Quelle est votre action à vous depuis la France, en fait? Alors nous, notre action depuis la France, ça va être en fait de faire connaître, toutes les activités que l'on a à destination de nos bénéficiaires dans les 9 pays, où nous avons des partenariats locaux et des structures, du coup, présentes. Mais c'est surtout aussi de, lever des fonds, pour contribuer au financement de ces actions. Donc on lève des fonds pour différents programmes. Alors, on va dire que nous, notre action en France se porte beaucoup sur Haïti. Voilà, on a forcément des liens historiques avec ce pays. C'est parlant aussi pour nos concitoyens français. Et puis, malheureusement, c'est vrai que c'est le pays, dans lequel on est présent et au sein duquel, on va être besoin vraiment, d'urgence, des besoins, humanitaires, des besoins liés vraiment, à la vie des gens. Par exemple, par le biais de l'hôpital pédiatrique qui, contribue à sauver des vies tous les jours. On a un programme de parrainage sur cet hôpital, qui permet en fait de financer, les frais de fonctionnement de l'hôpital, salaire des médecins, des infirmiers, de l'équipement aussi, sur place. Hem, voilà, c'est surtout ça notre rôle, du coup en France. D'accord. Et dans quels autres pays, l'association est-elle implantée aussi? Alors, en dehors des pays bénéficiaires, on est présent, dans à peu près une dizaine de pays européens, donc avec des tailles, très différentes. Par exemple, en France, on est, 6 salariés. En Angleterre, il y a une salariée à temps partiel. En Allemagne, je crois qu'il y en a une trentaine. Donc voilà, on a des réalités très différentes d'un pays à l'autre et on appartient à une fédération, à un réseau en fait, qui s'appelle Nos Petits Frères et Sœurs International. Et ce qui est très utile parce que du coup, ça permet un petit peu d'organiser, les actions des uns et des autres. Je vous disais par exemple que nous, on travaille beaucoup en Haïti. Bah, du coup, en fait, on va se compléter, avec, d'autres bureaux, qui vont avoir plutôt des focus, sur des programmes en question. Ça peut être l'égalité des genres, ça peut être le handicap. Donc c'est très, très important ce travail en réseau pour, optimiser, finalement, nos ressources humaines et financières au service des enfants et des jeunes, des pays bénéficiaires dans lesquels, nous intervenons. D'accord. Donc par exemple, comment travaillez-vous sur place, en Haïti? Il y a combien de centres et comment est-ce que vous travaillez avec des associations locales? Comment ça se passe? Oui, oui, oui. Alors déjà, bah, on a l'essentiel de nos infrastructures, qui est concentré à Tabar, donc en banlieue de la capitale Port-au-Prince. Donc on a, l'hôpital pédiatrique, donc qui est un hôpital qui, accueille, pas loin de 50 000 patients chaque année. Donc c'est quand même une structure assez colossale et qui emploie à peu près 500 personnes. Et ensuite, on a aussi à Tabar, alors différents, foyers, d'enfants. Donc on a, un foyer, et une école pour les enfants et les jeunes en situation de handicap. On a également l'école Foual, qui est principalement une école qui va accueillir les enfants des communautés. Et puis on a rapatrié à Tabar pas mal de nos programmes en 2025. On avait également des structures, à Kenskoff, un petit peu plus loin et on a dû rapatrier, c'est encore en cours, toutes nos activités en raison, malheureusement, du territoire qui s'est fait gangréner, par les gangs. Ah, Donc c'est un territoire, enfin c'est
On va dire ces dernières années, sur place, c'est assez compliqué pour faire venir, les enfants à l'école, pour faire venir, les salariés, aussi à l'école, à l'hôpital. Par exemple, à l'hôpital, en fait, ce qu'ils font, c'est que très souvent, ils rentrent pas chez eux, tous les soirs. Donc, les personnes vont rester plus longtemps sur place pour éviter les trajets, les mauvaises rencontres, voilà. Donc c'est vrai que c'est une, comment dire? Un quotidien qui est, très différent des autres pays dans lesquels on peut intervenir. Mmh. C'est voilà, un contexte très, très complexe où en fait l'enjeu, c'est un peu chaque jour de voir un petit peu comment ça va se passer et de poursuivre nos activités dans des conditions, Difficile. les plus, oui, oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Et comment vous êtes, perçus là-bas par la population? Ah, c'est une bonne question. Alors déjà, autant l'organisation en France n'est pas du tout connue, autant, bon, Haïti qui est forcément beaucoup plus petit, j'ai envie de dire, pour schématiser un peu, tout le monde connaît nos petits frères et sœurs, à travers notamment les ambulances de l'hôpital, et puis aussi tous les enfants qui ont été accompagnés, par la structure ou qui ont fréquenté l'école ou quand il y a, des situations de catastrophe. Par exemple, on a eu des réfugiés en début d'année dernière, qui ont frappé, à nos portes à Kenskoff. En 2021, je me souviens, il y avait eu un séisme. On n'était pas du tout touchés, mais l'association, a aussi une vocation de solidarité, même dans des zones du pays où on n'est pas forcément présent. Donc je dirais que, qu'on est très bien, perçus, dans le sens où on apporte une aide considérable, à la population, sur place et on emploie aussi, donc l'hôpital inclus, à peu près 1 000 personnes. Donc voilà, c'est bon, pas une énorme organisation non plus, mais ça a quand même son importance. Surtout l'hôpital, en fait, parce qu'il y a énormément, en fait, de structures qui ne peuvent plus opérer, en raison, des gangs ou en raison, enfin, il y a pas de subvention, vraiment, sur place, c'est très, très compliqué et cet hôpital reste vraiment aujourd'hui, une lueur d'espoir, Mmh. pour les populations sur place. Donc c'est un hôpital pédiatrique, donc ça, c'est important de le souligner. Donc c'est vraiment, donc destiné aux enfants et aussi, aux jeunes, mamans et futures mamans qui vont, être dans des situations de grossesse à risque. Donc on a un département néonatologie et c'est aussi le seul endroit, où vous pouvez, faire soigner, votre enfant, qui, serait atteint d'une forme de cancer. Donc c'est vraiment un lieu assez incroyable que j'ai eu la chance de visiter, Mmh. il y a quelques années. Maintenant c'est très difficile d'aller sur place, mais c'est vraiment ça, la lueur d'espoir, pour plein de familles, Mmh. sur place. D'accord. Est-ce que vous avez de nouveaux programmes de développement, en Haïti ou au Mexique en ce moment? Vous êtes, dans la phase un peu de développement de cette association? Alors en Haïti, non, parce que enfin la situation sur place fait que on essaye tant bien que mal de se maintenir, en fait. Donc c'est vraiment, des non, il y a pas de projet de développement. Au Mexique, on est dans une phase un peu de réorganisation de nos infrastructures. Parce que comme je l'expliquais, historiquement, c'était des orphelinats, donc forcément, faut s'imaginer en fait, un peu comme un petit village où vous avez, différentes petites maisons d'enfants, c'est assez vaste, assez verdoyant, pour que ce soit agréable, où on y a nos écoles et cetera mais aujourd'hui, c'est vrai que l'association est beaucoup plus tournée vers les communautés. Donc on intervient, on a des côtés nos campus, d'antan, finalement n'ont plus forcément lieu d'être. Donc là, par exemple, au Mexique, c'est ce qui est en train de se passer. On est en train, en fait, de centraliser nos activités à Cuernavaca et du coup, à Miacatlan, où on avait, une terre assez importante, on est en train de repenser un peu ce fonctionnement, pour faire en sorte que ce territoire, soit, utile plus pour les communautés, étant donné qu'on a moins d'enfants, qui vivent vraiment sur place, Mmh. avec nous, quoi.
Oui, j'ai vu sur votre site que votre activité de crowdfunding est importante, hein, de levée de fonds. Comment donc fonctionne votre association ou votre ONG? Est-ce qu'elle est vraiment dépendante des dons des particuliers ou est-ce que vous avez des subventions? En France, on est vraiment dépendant des dons de particuliers. Nous n'avons pas de subventions, donc c'est vraiment essentiellement, les particuliers, qui soutiennent la cause. Donc par le biais de différents programmes, j'ai évoqué tout à l'heure le programme de parrainage de l'hôpital. On a aussi un programme de parrainage d'enfants, qui est, présent du coup sur tous les pays et qui est très intéressant parce que ce programme, en fait, permet, de financer, tout ce qui, est nécessaire, pour la vie d'un enfant, de ses, besoins, au quotidien, jusqu'à son insertion professionnelle. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un dispositif qui existe sur l'ensemble de nos pays. Après, on va avoir, des programmes avec, enfin, finalement des donateurs qui vont se retrouver plus dans un programme que dans un autre. Ça peut être le programme égalité des genres ou le programme, d'insertion professionnelle par les ateliers qu'on peut proposer, donc des ateliers qui vont être en fait en lien direct avec, le marché, de l'emploi en local. Donc très souvent, on va proposer, des formations, à la boulangerie, à la cuisine, Mmh. à la menuiserie. Voilà, on est sur des pays où, très souvent les niveaux d'instruction sont très, très bas, et il faut vraiment tenir compte de ce marché de l'emploi pour faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent. Vraiment des choses, qui font sens pour le marché de l'emploi en local et qui, du coup vont permettre aux jeunes, de pouvoir s'insérer, professionnellement. C'est vraiment la visée de la structure, de se dire: «On accompagne, mais en même temps on donne les clés pour que, du coup ces différents bénéficiaires qui passent par nos petits frères et sœurs puissent vraiment, en profiter au maximum au service après, de leur propre insertion, professionnelle et puis de celle de leur famille». D'accord. Comment peut-on retrouver, tous ces projets si on veut, aider l'association? Alors vous pouvez, vous rendre sur notre site, donc nospetitsfrèresetsoeurs.org, également nous suivre, sur, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Mmh. Et vous pouvez aussi, nous contacter. Voilà, on est une petite équipe, donc on est, voilà, très facile d'accès, j'ai envie de dire, donc par téléphone ou par email, les informations sont sur notre site. Faut vraiment pas hésiter, pour une question en particulier à nous contacter. Et quelles actions actuellement menez-vous en France et en Île-de-France pour faire connaître l'association? J'ai vu qu'il y avait un marathon d'organiser bientôt. Oui, alors, un marathon, oui, c'est un marathon en relais. Oui, oui, on participe, aux Foulées de Ponto Combo. Donc effectivement, c'est une manifestation, sportive, donc ça fait plusieurs années qu'on y participe et c'est vrai que ça contribue à, nous donner un petit peu de visibilité en local. Donc il y a, 3 épreuves sportives, donc un marathon en relais, une marche et une course de 5 kilomètres. Et là, c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir le plus de personnes possibles qui vont, s'inscrire à l'événement avec nos petits frères et sœurs, Mmh. qui vont du coup porter notre t-shirt pour nous donner de la visibilité. Est-ce que vous me parler de votre parcours, au sein de nos petits frères, et sœurs? Comment vous avez découvert et depuis combien de Oui. temps travaillez-vous, dans cette association? J'y travaille depuis, fin 2017 et je ne connaissais pas non plus, l'association, qui, se trouve, finalement pas très, très loin de chez moi. Et en fait, je l'ai découverte dans une boucle, d'échanges, par email, à laquelle j'étais abonnée. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu intriguée et du coup, je les ai connus, de cette façon-là. Et voilà, et je cherchais en fait à l'époque, comment dire? Une dimension un petit peu plus internationale, à mon parcours professionnel. Et du coup, je m'y retrouve totalement, parce que j'ai la chance avec cette organisation, de pouvoir, voyager, à minima une fois par an et pour vraiment voir, concrètement quel est l'impact des actions, Mmh. menées sur place et c'est, je trouve particulièrement, enrichissant.
et de travailler aussi, dans un réseau européen où du coup, on a, des collègues qui mènent les mêmes actions, mais dans leur propre pays. Donc ça, c'est une dimension très intéressante aussi, je trouve, Mmh. et en tout cas moi qui m'apporte beaucoup. D'accord. Sinon, quelles sont les difficultés que, votre association peut rencontrer dans les différents pays, est-ce qu'il y a d'autres obstacles, en fait? Il y a d'autres Par obstacles. exemple, la corruption ou des choses comme ça? Oui, la corruption, oui, alors ça, c'est vrai qu'on en parle souvent quand on associe les pays d'Amérique, centrale, le trafic de drogue, au Mexique ou ailleurs, hein, d'ailleurs, c'est vrai que ça gangrène un peu toute cette zone du monde. En fait, on peut avoir l'impression que, finalement, l'aide que l'on apporte, c'est vraiment, rien par rapport aux besoins, Oui. qu'il y a dans ces pays. C'est un peu le sentiment qu'on peut avoir, de se dire, il y a des besoins sur place qui sont tels, enfin il y a quand même beaucoup, il y a un accès aux soins, à l'éducation qui est quand même très, très réduit. On est sur des pays où, on n'a pas le confort dans ces pays ou les filets de sécurité que l'on peut avoir en France. Donc l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, à la retraite, et du coup, on a énormément de familles qui vivent dans des situations très, très précaires, forcément, hein, on parlait des gangs, de la drogue, du narcotrafic, qui peut avoir de l'écho, au sein de jeunes ou de familles en situation de grande précarité. Donc ça, c'est vrai que ce sont des problèmes sur place, avérés. J'espère que, comme moi, cette association Nos petits frères et sœurs vous a intéressé et vous a donné envie d'en savoir plus sur leurs activités. Si vous êtes curieux, curieuse, voici les coordonnées de leur site web www.nospetitsfrèresetssœurs.org, où vous retrouverez plus d'informations sur les différents programmes menés dans chaque pays. Cet épisode se termine. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur ma chaîne YouTube et sur Radio Occitanie le mercredi à 19h30. À bientôt pour de nouvelles rencontres.